Égypte un traité de paix signé avec des Arabes depuis 30 ans, est un traité qui est devenu caduc. La tolérance, c'est pas toujours pour soi, c'est aussi parfois pour les autres. Mais je voudrais juste terminer par les choses suivantes. Tout à l'heure, effectivement, on a parlé du rapport Goldstone. Et s'il y a quelque chose qui est curieux également à l'intérieur de la presse, en tout cas c'est ce que nous relevons à partir d'Israël, c'est cette manière de pouvoir présenter toujours l'islam comme une religion de paix et de tolérance, d'ailleurs on le voit dans leur pays, et de l'autre côté, de mettre totalement sous silence les dernières déclarations du descendant actuel du Moufti de Jérusalem, du Nazir Hadj Amin el-Husseini, qui vient de déclarer tranquillement dans un congrès qu'il fallait absolument exterminer tous les juifs au nom de l'islam. Donc ça ne fait pas la première page des journaux. Ce qui fera la première page des journaux, c'est un petit groupuscule à Ramat Bet Shemesh qui ne voudra pas s'asseoir à côté d'une femme dans un autobus, mais au moins nous avons des autobus, mais les propos de ce Moufti-là ne passeront nulle part. Et bien entendu, lorsque je parlais tout à l'heure de cette haine de soi et de cette volonté absolument d'être de l'autre côté, je ne vous visais pas seulement vous. J'en visais beaucoup d'autres. Pas seulement vous. Moi, ce que je pense, c'est qu'il serait temps de demander à la presse et à tous les moyens de reprendre tranquillement les termes tels qu'ils sont sur Israël. Nous avons la Judée-Samarie. Ce ne sont pas des implantations, c'est le retour du peuple juif sur sa terre, et ce retour continuera. Donc il n'y a pas de désespérance. L'État d'Israël continuera. Alors, je vous demande un moment d'attention, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas ce soir d'un meeting de soutien à Israël. Nous en avons fait, nous en referons d'autres, de meetings de soutien à Israël. Ce soir, nous avons des invités qui n'ont forcément pas les mêmes idées que nous, mais nous les respectons. Et je vous demande de bien vouloir les respecter avec nous. Merci beaucoup. En tous les cas, bien, on va essayer de continuer. On n'a toujours pas entendu notre ami Yvon Rioufol. Il est urgent d'être réactionnaire, c'est le dernier titre de son livre. Et d'ailleurs, souvent, lorsqu'on soutient Israël en France, on est obligatoirement, nécessairement, et de façon très nette, taxé de réactionnaire. Alors, c'est pas l'objet de notre... qui a été perçu par notre ami Martine Gozan comme une attaque, et j'ose espérer que ce n'est pas le cas, une attaque raciste contre les Arabes, mais plutôt une prise de position, disons, nationaliste, pro-juive et pro-israélienne. Je préfère l'envisager comme ça pour ma part. Yvon Rioufol, c'est à vous sur ce sujet. On est déjà, je crois, largement au cœur du débat avec plus que de vivacité. En effet. Oui, pour revenir déjà sur le titre, je ne voudrais quand même pas effrayer tout le monde. Je ne demande pas à ce que l'on soit réactionnaire, c'est-à-dire à revenir à l'ancien temps. C'est un titre provoquant, naturellement, qui voulait dire par là qu'il fallait cesser d'adhérer au conformisme du temps. Et le réactionnaire, de mon point de vue, est aujourd'hui un réactionnaire du progrès, c'est-à-dire c'est un réactif. D'ailleurs, on a vu qu'il y avait des réactifs dans cette salle, naturellement. Et donc, je m'applique dans ce livre-là à décrire quelle doit être aujourd'hui l'obligation que nous avons à réagir contre les pensées dominantes et contre les discours tout faits. Voilà, pour expliquer le titre de cette urgence d'être réactionnaire. Et dans le fond, je trouve que Israël est un bon exemple, un bon exercice de mise en pratique de cet exercice-là auprès des médias. Et je vais revenir au cœur du sujet, car il me semble que, certes, ça a été très bien dit par mes confrères, les médias ont plus généralement une opinion plutôt paresseuse, se laissent prendre facilement par les partis pris et les manipulations. Mais je crois que sur ce thème très précis d'Israël et dans le conflit qui le lie au Moyen-Orient, je pense que la presse est obligée, me semble-t-il, de désigner les obstacles qui l'empêchent de penser clairement, et elle est obligée, me semble-t-il, et c'est une vision un peu optimiste dans le fond que je vais développer auprès de vous, elle est obligée de penser à contre-courant, c'est-à-dire en fait de penser contre elle-même, car il y a deux caractéristiques, deux données essentielles qui prédominent dans la presse française et que Robert Ménard
a très bien souligné, je vais un peu le plagier, je m'en excuse, mais c'est le politiquement correct et le mimétisme. Je vais le dire très brièvement pour ne pas alourdir mon propos. Mais autant le politiquement correct est vraiment une posture qui a envahi tous les médias et qui était d'ailleurs très compréhensible, le politiquement correct était très compréhensible si l'on pouvait comprendre qu'une société civilisée devait s'appliquer des règles de civilité élémentaires lorsque cette société s'ouvre à d'autres et qu'il ne fallait pas naturellement stigmatiser inutilement. Mais ce politiquement correct est devenu une idéologie qui a été mise au service très prioritaire des minorités, empêchant aujourd'hui la moindre critique vis-à-vis d'elles, et empêchant du même coup de décrire les réalités et les désordres que parfois elles peuvent engendrer par leur défaut d'intégration, leur défaut d'assimilation, leur refus d'assimilation. Et donc les médias se heurtent aujourd'hui, on le voit bien, à ce grand interdit qui est de ne pas vouloir décrire cette crise de l'identité, notamment française, précisément à cause de cette société éclatée et de cette impossibilité qu'il y a à décrire ces phénomènes nouveaux dus à une mondialisation ouverte et à un oubli de soi-même, une haine de soi, ça a été dit. Et donc de ce politiquement correct-là, les médias sont appelés à lutter en permanence et à lutter contre cette idée qui serait que tout serait relatif, interchangeable, que le monde serait plat, horizontal et qu'un peuple vaudrait un peuple, une civilisation, une culture et que tout ça pourrait se mélanger, voire se substituer. Et donc c'est vraiment un des problèmes, et on voit bien une illustration de cela a été l'audience considérable qu'a pu avoir Stéphane Hessel avec son petit livre, je ne vais pas en faire trop de publicité, mais qui était très exactement l'application de ce politiquement correct-là, en plus avec Israël comme seule obsession, en ne voyant pas quels pouvaient être les sorts d'autres peuples, lui, son obsession étant le sort des Palestiniens, ne voyant pas quel pouvait être le sort d'autres peuples comme les Tibétains, les Soudanais, ou les Syriens, ou bien d'autres encore. Enfin voilà, vous connaissez ce sujet par cœur. Et ce politiquement correct a également conduit dans la pratique journalistique non seulement à occulter les grands phénomènes sociétaux français, mais à occulter les grands phénomènes de civilisation et notamment à décider que le choc des cultures, le choc des civilisations était une invention et que la meilleure preuve en était que les printemps arabes montraient bien que ce choc des cultures, ce désir de démocratie, dans le fond, était la démonstration de ce que ce choc des cultures était une vue de l'esprit. Et dans le fond, j'ai moi-même été assez convaincu par cette explication, et c'est vrai que j'ai été de ceux qui, il y a un an, ont été convaincus et même enthousiastes de ces révolutions-là, sauf qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'avec le repliement identitaire que montrent ces révolutions arabes, dans tous les pays du Maghreb, on se retrouve bel et bien devant une sorte de choc des cultures, puisque ce sont les frères musulmans qui ont le monde occidental en cible, qui reprennent les rênes et qui ont repris ces mouvements avec l'aval, naturellement, des populations. Donc voilà, ce politiquement correct est très présent dans les médias, et et je pense que les médias doivent s'en débarrasser, en tout cas doivent le désigner comme tel. Mais il y a un deuxième phénomène qui a été expliqué aussi, c'est le mimétisme, c'est-à-dire cette façon que nous avons, nous les médias, à chasser en meute, si je puis dire, à être peu courageux, et pour le moins, et à développer ce qui a été considéré comme étant une pensée unique, et cette pensée unique est naturellement l'avatar de ce politiquement correct, mais elle aggrave les choses, si je puis dire, et cette pensée unique, elle est de vouloir appliquer à tous les grands phénomènes de société une seule grille de lecture, sachant que celui qui refuse cette grille de lecture est catalogué comme étant réactionnaire, c'était une provocation de mon titre, ou raciste, ou pire encore. Et donc il y a à lutter contre cela, et la meilleure illustration d'ailleurs de cette pensée unique a été qu'en 2011, quand quelques journalistes, dont Robert et moi-même, avons émergé sur la scène médiatique, nous avons été immédiatement catalogués, nous étions 5 comme étant les néo-réacs, et nous avons affolé la meute,
Et donc il y a eu 5 journalistes qui ont affolé les 37 000 cartes de presse. Donc c'est pour vous dire que cette pensée unique est vraiment quelque chose qui est très prégnant et qui est très étouffant pour celui qui voudrait simplement faire son métier et regarder les faits dans les côtés dérangeants qu'ils ont, car les faits sont aussi réactionnaires, si je puis dire. Et donc, dans cette grille de lecture, naturellement, Israël est présumé coupable, a priori, car Israël défend l'indéfendable, c'est-à-dire qu'elle défend, on l'a bien entendu avec M. Kupfer, mais en étant moins virulent que cela, elle défend la mémoire, elle défend l'héritage, elle défend la langue, sa langue, elle défend une nation, elle défend la transmission, elle défend l'hérédité, elle défend exactement tout ce qui est proscrit aujourd'hui dans ce monde plat, dans ce monde universaliste et sans frontières qui doit être ce monde multiculturel, qui doit être celui des post-nations d'aujourd'hui. Et donc, naturellement, Israël se trouve être mise a priori au banc de ce politiquement correct-là, d'autant que elle n'applique pas, et loin s'en faut, cette autre politique de l'apaisement qui va avec le politiquement correct, qui non seulement donne la priorité aux minorités, mais refuse tous les conflits, et que sa politique est loin d'être, je ne veux pas faire une critique trop sommaire, mais loin d'être celle du soft power qui est commandité, qui va de pair, qui est l'aspect plus diplomatique de ce politiquement correct. Ce soft power étant de dire qu'il faut dans le fond être compréhensible, trouver des compromis, des apaisements et se montrer exemplaire, car cela fait davantage avancer les choses que la manière forte. On a vu à quel point ça a été faux avec l'Iran, puisque ce soft power-là a été appliqué par Obama avec les conséquences désastreuses que l'on sait, puisque l'Iran, malgré tout, est en train de se réarmer. Et donc, voilà, sur ce contexte-là, je pense que les journalistes ont à lutter, et je crois que alors on pourrait désespérer en se disant que la presse est naturellement indéfendable, mais il me semble que malgré tout, les esprits, la presse n'est pas antisémite et la presse est relativement lucide, en tout cas elle est de bonne foi. Et je crois que sur la manière qu'elle a d'aborder Israël, enfin ça dépend des journaux, en tout cas pour Le Figaro, je parle de cela, dans la manière qu'elle a d'aborder Israël, elle est obligée d'aller à rebours précisément de ces grands interdits qui sont posés par le politiquement correct et le mimétisme. Et en cela, elle fait œuvre elle-même de libération idéologique, si je puis dire. C'est pour ça que je pense que le dossier d'Israël est un bon exemple d'ouverture d'esprit, et notamment, elle l'oblige à regarder d'une manière plus critique ce qui se passe autour d'elle, et notamment d'admettre qu'il y a derrière la cause palestinienne, certes, des douleurs humaines incontestables, mais qu'il y a aussi du fanatisme, une idéologie totalitaire, une idéologie anti-juive. Il suffit de lire la charte du Hamas, et je pense que les journalistes commencent à lire la charte du Hamas et comprennent que le problème est beaucoup plus complexe, et comprennent qu'il y a également derrière ce conflit israélien et israélo-palestinien une sorte peut-être de répétition générale de ce qui pourrait être de ce qui pourrait être un choc des cultures s'il advenait à se généraliser, un choc des civilisations s'il advenait à se généraliser. Et on commence à le voir, on commence à voir des inquiétudes apparaître enfin dans les médias concernant la France cette fois-ci, sur des similitudes qui se retrouvent entre la République et ses banlieues, où aujourd'hui les observateurs, en tout cas les plus indépendants, reconnaissent qu'il y a une réislamisation de cette communauté, un refus d'adhérer aux règles de la République, une haine, parfois même, de ce que représente la France et les Français. Et l'on voit bien que le discours émollient de dire qu'il n'y a pas de problème, que toutes les cultures se valent, que la société multiculturelle est l'aboutissement de la civilisation, on voit qu'il y a à travers ces évidences, d'abord ces réalités incontournables, et à travers ce que vit Israël, une prise de conscience de la presse de la manière qu'elle a eue peut-être de sous-évaluer jusqu'à présent les réalités. Et je pense que, pour en terminer pour l'instant, je pense que Israël aide, me semble-t-il, aide aujourd'hui les médias français à penser à rebrousse-poil. Merci. Grand intellectuel musulman français du moment, Khaled Bencher. Non, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé tout à l'heure parce que ça me semble intéressant.
au-delà on peut regretter que partout que vous ayez un certain nombre de formules qui me fassent bondir et sur lesquelles je pourrais discuter avec vous. C'est des parties que je connais depuis des années, car elle dit « Si j'avais su que vous étiez là, je ne serais pas venu. » Mais j'entends souvent des gens arriver, parler des pieds noirs et avant que ils s'aperçoivent que je suis pied noir et donc il faut modérer leurs propos, tenir, vous savez, les propos habituels, tous des colons, enfin, des trucs habituels et tout ça. Comme sur Israël. Comme sur Israël. Donc, c'est pour ça, c'est ce statut-là qui me fait sympathiser avec un certain nombre de vos réactions et être exaspéré par un certain nombre de réactions parce qu'on est tous pareils. Parce que moi, je peux être, par rapport aux gens qui me cataloguent parce que je suis pied noir, fâché. En plus, mon père était à l'Ouest, donc c'est le pire de ce qui pouvait m'arriver. Donc, vous voyez, cataloguer. Mais, écoutez, juste, je finis là-dessus, ne présentez pas un visage caricatural de vous-même. Allez-y. C'est une question délicate que vous posez. Le journalisme, c'est d'abord de respecter les faits. Bon, ça, je pense que nous le partageons tous. Le journalisme, c'est tout à fait le contraire de l'éditorialiste, dont nous sommes un certain nombre ici. Et on est d'éditorialiste qu'après avoir fait beaucoup de métiers, c'est-à-dire avoir appris à respecter les faits et à partir des faits pour en tirer des leçons, à la rigueur une morale. Il est vrai qu'il y a une tendance aujourd'hui qui est à la généralisation de l'opinion, de sa propre opinion, dominant les faits, dominant le respect de la réalité. Ceci est dû certainement à une ambiance générale qu'ont parfaitement décrit et Robert Ménard et Yvan Rioufol. Toutefois, ce que je note, c'est que Yvan tout à l'heure a fait une remarque juste, qui consistait à dire, il y a 2 ans, Robert, moi-même et quelques autres, nous en avons pris plein la figure, et donc nous avons été en quelque sorte les 5 parmi 37 000. C'est vrai dans le spectacle. Et aujourd'hui, nous sommes dans un milieu, dans une ambiance qui est tournée essentiellement vers le spectacle. Le journalisme à la télévision, dites-vous bien que pour l'essentiel, ce doit être du spectacle. À la radio, c'est différent. Dans la presse écrite, c'est très différent. Parce que vous pouvez exprimer des humeurs, mais les humeurs, le public s'en moque quand vous ne lui apportez pas des faits, de l'argumentation, de la matière, quelque chose de solide. En revanche, dans les médias, comme on dit, c'est-à-dire pour l'essentiel les plateaux de télévision, c'est du spectacle. Une fois que j'ai dit ça, j'estime aussi que depuis quelques années, et probablement sous ce quinquennat de Nicolas Sarkozy, la parole s'est libérée. Elle s'est beaucoup plus libérée qu'elle ne l'était auparavant. Et ceci fait qu'il y a à la fois une exigence de s'exprimer avec plus de liberté et de se séparer du conformisme qui dominait généralement dans la période précédente, avec cette caractéristique d'être prisonnier de l'immédiateté, prisonnier du court terme, prisonnier de l'exigence de réagir instantanément sur les faits, etc. Et donc, la difficulté, en effet, de la réflexion. Je plaide pour la presse écrite parce que la presse écrite vous oblige à aligner des arguments les uns derrière les autres. Et Robert est d'abord un homme de presse écrite avant d'être d'expression. Yvan est un homme de presse écrite avant que d'être d'expression. Et notre ami Jacques Ferman, lui aussi, il travaille dans la presse écrite, comme moi-même. Et en même temps, nous avons été conduits à aller sur le théâtre, donc le spectacle médiatique. Vous voyez, sur cette scène où nous sommes en ce moment, eh bien, il y a 3 semaines, on jouait une pièce de Jacques Offenbach qui s'appelait « Le pont des soupirs ».
Je connais pas assez, pourtant je connais un peu la presse étrangère, 25 ans en représentation entière, mais je connais pas assez la presse étrangère par rapport au conflit israélo-palestinien pour me prononcer. Tu en sais 1000 fois plus que moi. Juste, je mettrai un bémol à ce que tu viens de dire, François. C'est que, par exemple, demain, je vais arriver dans 2 rédactions où je travaille et où je suis persuadé que 98% des journalistes penseront que les propos de Claude Guéant sont scandaleux, avant même d'y réfléchir. C'est-à-dire que si demain je dis, je sais pas, demain je pourrais peut-être, je reçois tous les jours des gens à la radio et à la télé, je vais proposer de recevoir par exemple quelqu'un sur ces propos-là, et le propos de Claude Guéant me semble... on ne peut pas réduire ce propos à « je chasse sur les terres du Front National », je ne supporte plus ce propos, ou d'autre part, c'est un facho qui ne dit pas son nom, je ne supporte pas plus. Mais je te garantis, François, que toutes tendances confondues, parce qu'ils peuvent être de droite comme de gauche, en plus de ça, ils te disent « oui, mais regardez, on a des avis différents ». Non, non. Vous avez, oui, c'est pas parce que tu votes à droite et à gauche que sur des questions essentielles, comme par exemple, qu'est-ce que ça veut dire une civilisation, quelle est la place, est-ce qu'il y a une hiérarchie et tout, je te garantis, François, qu'ils seront tous d'accord, et que quand je dirai, par exemple, que je souhaite recevoir un type qui défend les mêmes positions que Claude Guéant, ça fera un tollé dans ma rédaction demain, je te le garantis. Merci beaucoup. Juste en 30 secondes, Yvon, parce qu'on est très en retard. Je complète la réflexion pour confirmer qu'il y a bien une crise du journalisme aujourd'hui. Cette crise du journalisme tient au fait que le journalisme aujourd'hui est devenu lui-même une idéologie, c'est-à-dire que le journalisme s'est enfermé lui-même dans son monde à part, qu'il refuse de se confronter aux faits, et la meilleure preuve de cette crise du journalisme, qui correspond d'ailleurs sensiblement à la crise du politique, de la politique, c'est qu'aujourd'hui, et le journalisme, et les médias, et les politiques, et les partis politiques, sont aujourd'hui vus avec une défiance accrue par ceux qui les lisent, ou ceux qui les écoutent, ou ceux qui ne vont plus voter. Et donc cette crise plus générale de la démocratie est due précisément à ce renoncement que nous avons eu, nous les journalistes, mais au renoncement qu'ont les politiques à répondre aux attentes du peuple lui-même. Et ce qui me frappe, et j'en parle un peu dans mon livre, c'est cette formidable caisse de résonance qui est devenue aujourd'hui l'Internet, qui est devenu le vrai forum où se disent les choses, et se dit sur l'Internet ce qui ne se dit plus dans les journaux, ou ce qui ne se dit pas dans les discours politiques. Merci, Paul. Les dernières réunions auxquelles j'ai assisté à l'UPJF, on a décidé, comme chaque année, d'attribuer le prix des médias. Et cette année, pour la 2e fois, puisqu'il a déjà reçu il y a 5 ans, nous avons décidé de le décerner à M. Rufol du Figaro. Chaque vendredi, j'attends avec impatience l'éditorial de mon article sur le Figaro. Et je dois dire que quand il est en vacances, ça nous manque. Allez aussi sur son blog et vous y verrez vraiment des choses extrêmement intéressantes, et en tout cas une proximité avec notre communauté, avec Israël, qui sont loin malheureusement d'être légion dans cette communauté nationale. Je voulais simplement dire juste un mot pour ce que disait Martine Gozlan tout à l'heure. On parlait d'objectivité, de subjectivité, et elle disait, peut-être justement, on ne peut pas être objectif dans ce conflit. Mais moi je pose qu'une seule question, j'avais très envie de lui poser si elle n'était pas partie. Pourquoi est-ce que la subjectivité ne joue toujours que dans un seul sens? Merci vivement, mon cher Claude, merci à vous tous. Je suis très ému. Je n'ai pas l'habitude de recevoir des prix. Je ne suis pas sûr de le mériter. En tout cas, je voudrais vous remercier, vous aussi, individuellement. Je sais que vous êtes des lecteurs souvent fidèles, je vous rencontre très souvent. Vous
Vous m'encouragez énormément et grâce à vous, quand parfois je peux avoir des moments de solitude ou de déprime, car il y en a dans ces genres de situations où nous ne sommes pas nombreux à essayer de ramer à contre-courant précisément, je sais que j'ai toujours auprès de vous une écoute qui m'est très chaleureuse et même amicale pour de nombreux. Merci.